HEC, First Finance Institute et moi-même sommes absolument ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence qui va être animée par notre ami Pascal Quiri, éminent professeur et titulaire de la chaire BNP Paribas à HEC, co-auteur du Vernimen, la célèbre Bible en finance d'entreprise que vous trouverez un petit peu partout dans les bonnes librairies. Je vais laisser la parole à notre ami Pascal qui va intervenir sur deux thématiques qui sont absolument passionnantes. La première, la finance verte, durable, responsable. Et la deuxième, les investissements et les dividendes sont-ils mutuellement exclusifs? Pour clôturer cette conférence, nous aurons ensuite le plaisir de vous convier à un cocktail qui se déroulera dans le patio de cet hôtel. Et autour de ce patio, nous pourrons échanger ensemble sur différents sujets qui vous intéressent, soit nos exécutifs online certificates, soit sur les thématiques en question. Je laisse la parole à notre ami Pascal, que vous pouvez applaudir. Merci. Et donc, comme Marie-B l'annonçait, je vais vous traiter deux sujets. Je pense que je vais prendre à peu près 3/4 d'heure. Une demi-heure sur un sujet qui me paraît, au moins en Europe, prendre une importance considérable et durable en matière de finance, qui est rendre la finance verte, responsable et durable lorsqu'elle ne l'est pas encore. Et le deuxième, qui est plus technique, qui est consacré à la problématique des investissements et des dividendes. Sachant que cette présentation, si le webmaster du site Vernimen fait correctement son travail, elle sera ce soir sur le site de vernimen.net. Donc vous pourrez la télécharger si vous voulez la récupérer pour la garder pour vous. Il se trouve que je l'ai donné aussi hier à Casablanca pour les anciens de la formation ICCF. Voilà. Alors, la finance verte, responsable et durable, ça nous paraît, moi et mon co-auteur du Vernimen, une évolution très très forte, durable, qui va modifier une partie de la finance dans les années à venir, qui a déjà commencé, en tout cas au niveau européen, à le faire. Et c'est pour ça qu'on a voulu donner un coup de projecteur sur ce sujet. C'est vraiment en 2017-2018, il y a une accélération de ces préoccupations qui en font une tendance non plus à la mode, mais une tendance de fond. Et je vais l'illustrer avec vous de différentes façons. Alors vous savez probablement qu'André Malraux, qui est un grand auteur français, avait dit que le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. André Malraux est quelqu'un qui est mort en 1976. Avec un peu de grandiloquence, on a paraphrasé André Malraux ici en disant que la finance sera verte, responsable et durable au XXIe siècle où elle ne le sera pas. Qu'est-ce qui nous fait dire ça, hein? Quels sont les indices qu'on a repérés? Et je vais vous en donner 5 qui illustrent cette prise de conscience forte et ce qui en fait une tendance durable. Premièrement, la directrice financière d'Heineken, le grand groupe de bière, me disait, tu vois Pascal, les années précédentes, le grand fonds norvégien souverain, c'est-à-dire un fonds qui investit les recettes pétrolières pour assurer l'avenir des Norvégiens une fois qu'il n'y aura plus de pétrole en mer du Nord. Donc c'est le plus grand fonds souverain du monde avec environ 900 milliards d'euros d'actifs sous gestion, qui sont actionnaires de beaucoup d'entreprises cotées en bourse, je crois de 9000 sociétés cotées en bourse. Bon. Et elle me disait, Pascal, tu vois, habituellement, ils viennent, ils sont tout seuls, il y en a un qui vient, c'est le spécialiste du secteur des boissons, hein, puisque Heineken, évidemment, de la bière. Et cette année, pour la première fois, ils sont venus à deux. Il y avait le spécialiste des boissons, mais il y avait aussi le spécialiste de ce qu'on appelle ESG, hein, c'est-à-dire tous les critères de respect de l'environnement, de l'engagement social de l'entreprise et de gouvernance. Et ce n'était pas un qui était moins bien que l'autre, ils étaient tous les deux sur le pied d'égalité, et l'un me posait effectivement des questions sur l'évolution de mes résultats, sur mes perspectives, et l'autre m'interrogeait sur comment je traite
les enfants dans les pays style Bangladesh, où il y a quand même des sujets sur ce sujet. Est-ce que mes usines sont consommatrices d'électricité, ou je conçois des usines qui minimisent la consommation d'électricité, voire même qui sont productrices d'électricité lors de leur consommation nette, etc. Donc un sujet ESG. Quand vous avez le plus grand fonds d'investissement du monde qui va voir ses actionnaires, ses entreprises, pour leur poser ce genre de questions, ça ne va pas ne pas avoir d'impact sur la façon dont les entreprises participation du fonds norvégien se comportent, bien évidemment. Alors, ça ne se fera pas en un jour, hein, comme chez nous on dit Rome ne s'est pas construite en un jour, mais c'est une tendance très claire. Cette tendance, elle est renforcée avec un deuxième exemple que je vous donne, qui est au niveau de la Commission européenne. Et la Commission européenne, en mars 2018, elle a écrit et elle a dit: bon, on a déjà beaucoup travaillé sur ce sujet, maintenant on veut rentrer dans le dur du sujet et on va avoir des réflexions pour recalibrer les fonds propres des banques. Recalibrer les fonds propres des banques, vous savez que pour des raisons prudentielles, compte tenu du risque qu'elles font prendre au public, les banques doivent avoir un niveau minimum de capitaux propres en fonction des actifs que par ailleurs elles se constituent. Et là, l'idée de l'Europe, c'est pas de réduire la charge de capitaux propres par rapport aux actifs des banques, mais c'est d'inciter les banques à orienter leur crédit vers des entreprises qui font des investissements dits durables, qui font des investissements qui sont bonnes pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est une réflexion qui va aboutir, et je vous donnerai en terminant un exemple d'une banque qui a déjà devancé l'appel, si je puis dire. Donc non seulement l'Union européenne réfléchit à inciter les banques dans l'octroi de crédit, à orienter leur crédit vers tout ce qui est bon pour l'environnement, mais elle a réfléchi aussi très activement à ce que les gestionnaires d'actifs qui gèrent votre épargne ou la mienne pour notre compte rendent des comptes sur voilà, cher monsieur, votre épargne, elle est affectée à X% d'investissements qui sont bons pour la planète, Y% qui sont moins bons pour la planète, etc. Donc eux aussi vont avoir des informations à donner aux citoyens, aux investisseurs, hein, et les citoyens ont un rôle à jouer important et sont souvent sensibilisés à ce type de problématiques. Alors non seulement les gestionnaires d'actifs, tout à l'heure je parlais avec l'un d'entre vous qui travaille dans une compagnie d'assurance, là aussi les compagnies d'assurance européennes vont devoir travailler sur ce domaine-là. Troisième exemple, ce n'est pas que l'Europe. Ici, je suis allé vous chercher BlackRock, qui est le plus grand fonds d'investissement américain, dont le gestionnaire écrit chaque année une lettre aux sociétés dont il est actionnaire. Et comme BlackRock, c'est 5300 milliards d'euros d'actifs sous gestion, la lettre que Larry Pink, le président de BlackRock, envoie aux dirigeants de ces sociétés-là, elle ne va pas directement au panier. Elle est lue avec beaucoup d'attention, d'autant qu'il lui donne une portée médiatique. Et c'est un Américain, c'est un capitaliste, et c'est le plus gros, et voilà ce qu'il écrit. Alors je vous ai mis que des extraits, je vais lire celui qui est en gras. Une entreprise doit aussi montrer en quoi elle apporte une contribution positive à la société. Et à la société, ça s'entend la société au sens de l'ensemble des êtres humains, hommes et femmes, qui partagent cette planète. Donc ce n'est pas un phénomène purement européen. Quatrième exemple, je trouve qu'il y a une petite banque, c'est pas une petite banque, c'est la 5e banque française en termes de gestion d'actifs qui a dit nous, voilà, on gère 220 milliards d'euros, ces 220 milliards d'euros à l'horizon 2020, c'est-à-dire 2020 c'est bientôt, c'est dans 2 ans, on va les basculer en type d'investissement ISR, c'est-à-dire des investissements qui sont socialement responsables. Je décalerai. Et puis le 5e exemple que j'évoquais tout à l'heure, c'est la 4e banque française, Natixis, qui a annoncé il y a quelques temps qu'en début 2019, son modèle interne d'allocation des capitaux propres prudentiels au crédit qu'elle accorde va être modifié. Et je vais m'appesantir un tout petit peu sur cet exemple-là parce que ça me paraît porteur d'avenir et je pense qu'elle ne va pas être la seule à faire ça. Donc, vous savez que les banques, comme je l'évoquais précédemment, ont des obligations contractuelles qu'on appelle les accords de Bâle 3, d'avoir un minimum de capitaux propres compte tenu des crédits qu'elles font. Bon. Et qu'en général, plus le risque d'un crédit est élevé, plus elles mettent des capitaux propres en face. Et quand on met plus de capitaux propres en face, ça veut dire qu'on va devoir
facturer aux clients des marges d'intérêt plus élevées, pour que les marges d'intérêt plus élevées permettent de donner une rentabilité correcte sur des capitaux propres plus élevés qu'on a affectés prudentiellement à ces crédits. Donc ça, c'est une relation qui existe depuis au moins une vingtaine d'années dans ce domaine. Bon. Alors ce que dit Natixis, elle dit je ne vais pas changer le montant total de mes capitaux propres, par contre je vais pondérer différemment les crédits plus uniquement en fonction du risque. Il y a un autre paramètre que je vais faire jouer, c'est de savoir si les crédits que j'accorde ont un impact positif ou négatif sur l'environnement. Et je dis que des crédits qui ont un impact positif sur l'environnement, par exemple pour aider une société foncière à rénover des immeubles d'habitation pour lutter contre les fuites de chauffage, parce que chez nous le problème c'est du chauffage quand même en Europe. En hiver il fait froid donc on chauffe, mais il y a parfois le chauffage, les fenêtres ne sont pas assez bien isolées, le chauffage n'est pas très efficace. Enfin, il chauffe surtout dehors, ce qui n'est quand même pas l'objectif. L'objectif c'est quand même de chauffer l'intérieur de la maison. Bon. Dans ce type de crédit, il a un impact positif sur l'environnement parce qu'il permet de consommer moins d'énergie, bien on va allouer moins de capitaux propres. Et si on alloue moins de capitaux propres, ça permet d'avoir des marges de crédit plus faibles et donc de facturer un coût du crédit plus faible à ce type d'entreprise. Alors, Natixis, ce n'est pas une philanthropie. La contrepartie, pour qu'ils s'y retrouvent, les crédits qui sont à des entreprises qui n'ont pas un impact positif sur la lutte contre le réchauffement climatique, ça va être l'inverse. Certains, ils vont baisser la marge de crédit et d'autres, ils vont monter la marge de crédit de sorte qu'au total, grosso modo, ils s'y retrouvent. Mais ça. Bon. Et Natixis, qui est la 4e banque française, elle a mis ça au point, son modèle interne, elle l'a publié, elle l'a rendu public, et bien évidemment, les autres regardent ce qu'elle a fait, parce que c'est la première, mais les autres se disent, mince, d'autant que ça a un impact aussi médiatique. Lorsque vous avez une population qui est sensibilisée à la lutte contre le réchauffement climatique, voire des acteurs de l'économie qui font des choses concrètes dans ce sens-là, ça ne peut qu'avoir un impact positif sur la réputation, l'image, la part de marché de Natixis. Donc voilà 5 faits un peu divers, pris dans l'actualité des 12-18 derniers mois, qui nous ont motivés, mon co-auteur Duvernay-Maine et moi, à mettre l'accent sur ce sujet-là. On y consacre l'introduction du Duvernay-Maine 2019, et on y fait plus qu'y consacrer que l'introduction du Duvernay-Maine 2019, parce qu'on pense que ce n'est pas de la mode, et que c'est une tendance lourde. Alors, on peut se demander pourquoi maintenant, et j'y vois 4 raisons principales. La première, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, la profession financière n'a pas une très bonne image. C'est par elle qu'est arrivée la crise de 2008, et donc elle a besoin de se racheter. Et ce type de développement peut être une façon de redorer son image dans le public. Deuxièmement, c'est quand même la prise de conscience, au moins en Europe, et dans une partie des États-Unis qui ne semble pas atteindre le bureau de la Maison-Blanche, mais dans une partie des États-Unis, de l'urgence écologique, avec la notion d'épuisement de ressources de la Terre, même si probablement du fait de l'ingéniosité humaine, on trouvera des choses qu'on n'a pas pensées qui retarderont cet épuisement, et du réchauffement climatique, où là, malheureusement, on peut craindre que ce soit l'inverse, qu'on n'arrive pas ou mal à atteindre les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés dans ce domaine, et que ça aille plus vite qu'on ne le planifie pour l'instant. Donc ça, c'est un sujet qui est devenu majeur dans l'esprit des citoyens, au moins dans une zone que je connais bien, qui est la zone européenne. Troisièmement, alors vous aurez l'occasion de me dire si c'est aussi la même chose chez vous, mais en Europe, les jeunes ne sont plus les jeunes de mon temps. Depuis quelques années déjà, un gars de 20-25 ans ou une fille de 20-25 ans, il ne cherche pas un travail, il cherche une mission. Et ce n'est pas que de la sémantique. Il cherche un mentor, il ne cherche pas un chef. Et il veut avoir un impact dans son travail. Alors c'est probablement des préoccupations de riches, au sens où quand vous avez plusieurs offres d'emploi disponibles pour vous permettre de faire la fine bouche et d'en préférer l'une à l'autre, mais ça montre un état d'esprit, et que par définition, quand je serai à la retraite ou décédé, c'est cette jeune génération-là qui sera à ma place et à la place d'un bon nombre d'entre vous.
Et puis dernièrement, il ne faut pas se leurrer, il faut être modeste. La finance nous a démontré que les comportements moutonniers, ou j'imite ce que fait le voisin, c'est aussi un facteur d'accélération des tendances. Et il y a sûrement de cela aussi. Alors, quelle forme concrète ça prend, la finance verte, responsable et durable, au moins chez nous en Europe en ce moment? Alors, on va le regarder de deux façons. On va le regarder du côté des investisseurs, puis ensuite on le regardera du côté des entreprises. Alors, du côté des investisseurs, tout ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable, c'est-à-dire de se soucier de ce que sert son argent, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date du XVIIIe siècle, et c'est né dans des communautés religieuses, en particulier aux États-Unis, dans les Quakers, dans lesquelles on avait mis un certain nombre d'interdictions. Tu n'épargneras pas, ou tu ne prêteras pas de l'argent à des fabricants de bière, à des fabricants d'alcool, à des fabricants d'armes, etc. C'est à partir de ce moment-là où les gens ont réfléchi, mais par mon épargne, non seulement je finance, mais je peux aussi orienter marginalement l'activité humaine. Bon. On va sauter, je ne suis pas un professeur d'histoire, du XVIIIe siècle à aujourd'hui. L'investissement de type socialement responsable, c'est quand même quelque chose qui est relativement marginal. Ce n'est pas l'ensemble des investissements qui sont faits par les épargnants dans mon pays, la France, qui sont qualifiés au jour d'aujourd'hui d'investissements socialement responsables. Mais on est en très forte croissance. C'est un segment qui était relativement marginal il y a 10-15 ans, et qui s'accélère fortement. L'an dernier, en 2017, ce segment de l'épargne a cru de 15%. 15% dans un pays où l'inflation c'est de 2%, c'est particulièrement significatif. Et ça a été multiplié depuis 2015 par un facteur de 15. Donc 15 fois, il y a beaucoup d'entre vous, et moi compris, qui aimerions travailler dans des activités où le taux de croissance sur les 13 dernières années et la taille est multipliée par 15. Donc c'est quand même en très très forte croissance. Alors, c'est en très forte croissance, mais ça ne fait que 135 milliards d'euros sur les 2200 milliards. Mais à ce rythme-là, quand je reviendrai vous voir dans quelques années, vous comprenez bien qu'avec 15% de croissance, ça ne va plus être marginal pendant très longtemps. D'autant que la moitié des investisseurs qui sont interrogés disent oui, on envisage d'introduire dans nos critères, en plus des critères financiers traditionnels, des critères d'investissement socialement responsable. Donc cette part-là, elle va inévitablement monter. Elle va inévitablement monter, d'autant que c'est une préoccupation des citoyens et que les investisseurs personnes physiques sont des citoyens. Et là, je vais vous donner quelque chose. Dans le Vernimen, on nous reproche parfois, il y a une phrase qui est très dure, que vous trouverez, qui dit que dans l'entreprise, les hommes et les femmes les plus importantes, ce sont les actionnaires d'un point de vue financier. Alors, vous savez, on a un bouquin de finance, donc naturellement, on a un point de vue financier. Cette phrase, on la maintient, on sait qu'elle choque un certain nombre de personnes, on la maintient parce qu'on pense qu'il faut qu'on comprenne que dans une entreprise, ceux qui choisissent les dirigeants et qui définissent la stratégie, in fine, c'est les actionnaires. Alors, les dirigeants ont souvent une contribution, ont des suggestions, etc. Mais à la fin des fins, c'est les actionnaires qui décident, qui approuvent ou pas. Et quand il y a un conflit entre les dirigeants et les actionnaires, en général, ça se termine par la défaite des dirigeants, puisque les actionnaires, par définition, ils détiennent les actions et donc le pouvoir. Bon. Et là, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'un certain nombre d'actionnaires font pression, si vous voulez. Et là, je vous cite une phrase qui était donnée au mois de mai dernier à l'Assemblée générale de Shell. Vous voyez là, le groupe pétrolier britannique. Il y a une question très dure qui a été posée par un actionnaire qui a dit « Écoutez, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes plus intéressé par la durabilité de la planète Terre que nous occupons tous ou pour la durabilité de votre société ?» Et donc posant clairement, nettement, le sujet du conflit d'intérêts entre d'un côté les objectifs de Shell, producteur de pétrole, et de l'autre le souhait de la planète exprimé par la COP21 de réduire les émissions de carbone. Bon, et le président a répondu, mais en fait, on est en train de changer. On est en train de changer, on n'est plus un groupe pétrolier, on est une Energy Transition Company. Et il y a quelques années, vous vous rappelez peut-être que British Petroleum, BP, a dit « Mais attendez, BP, ça veut dire British Petroleum, mais ça va changer. Maintenant, ça veut dire Beyond Petroleum. » Autrement dit, aller vers les énergies renouvelables pour décroître. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Shell ne va pas arrêter d'extraire du pétrole, ne serait-ce que d'ailleurs parce qu'on en a encore besoin dans bon nombre d'endroits du monde. Bon.
De la même façon, il y a des compagnies d'assurance qui ont arrêté, AXA, Allianz, ont dit voilà, nous on arrête de financer les entreprises qui produisent de l'énergie, de l'électricité à partir du charbon, parce qu'on sait bien que le charbon c'est pas bon pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est les investisseurs qui font pression sur les entreprises. La moins bonne nouvelle sur ce sujet-là, c'est que lorsque les banques européennes se sont retirées du financement de l'énergie carbonée, les banques chinoises et les banques américaines ont pris leur place. Au niveau des investisseurs, il y a de plus en plus la définition de critères dits ESG, c'est-à-dire des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Environnementaux, c'est comment l'entreprise prend en compte l'environnement dans ses externalités du fait de son activité. Sociaux, ça va être de se dire est-ce que je donne la place aux femmes aussi importante qu'elle devrait être dans mon organisation? Est-ce que je m'assure que mes fournisseurs n'emploient pas des gamins de 12 ans au Bangladesh ou au Burkina Faso? Et de gouvernance, comment l'entreprise est structurée en interne, comment les actionnaires dialoguent avec les dirigeants. Et ces critères, les investisseurs, un certain nombre d'entre eux souhaitent qu'ils soient de plus en plus mis en œuvre dans l'entreprise. Et ils font pression de façon sympathique et amicale de la façon suivante. Ils disent voilà, moi je vais investir sur une stratégie best in class. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un secteur donné, je vais identifier l'entreprise ou les deux entreprises qui sont les meilleurs en termes de respect de l'environnement, en termes de respect, par exemple, de la lutte contre le travail des enfants ou de la parité homme-femme dans les responsabilités, etc. Et je vais investir que dans ces deux-là. Et les autres, je n'investirai pas. Je vais vendre mes actions chez les autres, me focaliser sur celles-là, pour aider celles qui veulent aller dans cette direction-là, parce que moi, investisseur, j'y crois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie best in class. Il y a une stratégie un peu moins dure pour les entreprises qui s'appelle best effort. C'est-à-dire, je vais investir dans celles qui me démontrent faire des efforts pour s'améliorer. Et donc, je veux encourager ceux qui vont dans cette direction-là, même s'ils partent de bas. Et puis, il y a une dernière stratégie dans laquelle on dit, ben voilà, dans ce domaine-là, je sais pas, il y a une norme, voilà, et en dessous de la norme, j'investirai pas. C'est-à-dire que, par exemple, si dans l'état-major de l'entreprise, il y a moins de 10% de femmes, je n'en investirai pas. S'il y a plus de 10% de femmes, j'investirai. Et vous comprenez bien que l'idée, c'est de progressivement, au cours du temps, monter, sur cet exemple pédagogique que je vous prends, la part des femmes dans le management d'un groupe, de monter cette barre progressivement. Bon. Alors, au niveau des entreprises, on commence à voir des investissements, enfin des formes de financement qu'on peut appeler vertes ou responsables. C'est marginal, hein, c'est petit, mais c'est en très forte croissance. En très très forte croissance. Hein. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Il y a ce qu'on appelle les obligations vertes. Hein. Qu'est-ce que c'est les obligations vertes? C'est des obligations comme les autres. Elles sont d'abord obligations avant d'être vertes. Hein. Donc c'est un titre de dette émis par une entreprise qui lui permet sur une période donnée de récupérer des fonds auprès d'investisseurs. Et puis chaque année elle verse des intérêts et à la fin elle remboursera l'obligation. Donc ça c'est classique, c'est une obligation. Bon. Son côté vert, il vient de quoi? Son côté vert, il vient du fait que l'entreprise s'est engagée à utiliser les sommes qu'elle va lever pour faire des investissements de type vert. Par exemple, réduire la consommation d'énergie de telle usine. Par exemple, faire des investissements pour améliorer l'isolation thermique des bâtiments du siège social. Et l'entreprise s'engage, sous le contrôle d'un tiers, à ce que les fonds qu'elle aura levés grâce à cette obligation verte soient affectés de cette façon-là. Donc c'est ce qu'on appelle une obligation verte. Un prêt vert, c'est la même chose, simplement c'est plus une obligation, c'est un prêt bancaire, puisque l'investisseur n'est pas des investisseurs comme sur un marché obligataire, mais des banques qui font un prêt. Bon, des obligations responsables, c'est la même chose que les obligations vertes, mais ici, ce n'est pas un problème de lutte contre le réchauffement climatique, c'est pour mesurer la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de la collectivité. Par exemple, je vais utiliser cet argent pour
permettre de construire 2-3 écoles dans cette région pauvre et un peu à l'écart des mouvements économiques dans lequel je viens d'implanter une usine. Et donc, non seulement j'ai mon usine sur place, mais je vais aussi former des jeunes enfants qui sont peut-être les enfants des gens qui travaillent dans l'usine parce qu'il n'y a pas d'école autour de cette usine. Donc c'est une obligation dite responsable. Jusqu'à présent, sur les 3 premiers points, les conditions financières accordées ne sont pas différentes des conditions pour un produit banal. Autrement dit, jusqu'à présent, les investisseurs n'ont pas fait preuve d'une grande charité, en disant ah ben parce que c'est vert, j'accepte, au lieu de vous prêter à 2,40%, de vous prêter à 2,30%. Non, c'est du 2,40%. Mais ça se met en place et je pense qu'il va y avoir une hiérarchisation des rémunérations qui va s'introduire dans un deuxième temps. Ce deuxième temps, on ne le voit pas encore pour l'instant. Sur le dernier produit, ce qu'on appelle les lignes de crédit confirmées, une ligne de crédit confirmée, je vous rappelle que c'est une banque qui vous a dit je suis d'accord pour vous accorder un crédit de 100 millions à un moment donné. Ce crédit, il est à votre disposition et vous avez 5 ans pour le tirer ou pas le tirer. Et donc pour vous, c'est une grande sécurité, ça participe de votre flexibilité financière, parce qu'en cas de coup dur ou d'opportunité, hop, vous allez voir votre banque, et vous dites je veux que vous me viriez les fonds, et la banque dit oui, je sais, je me suis engagé pendant 5 ans à le faire, donc, et je le fais. Là, qu'est-ce qu'on fait quand on les qualifie de vertes ou de responsables? Là, on commence à mettre une hiérarchisation, c'est-à-dire que la rémunération de la banque, le taux d'intérêt ou la commission va être différencié en fonction de l'atteinte ou non par l'entreprise d'objectifs qu'elle a fixés. Par exemple, l'entreprise s'est dit, moi je veux réduire mes émissions de carbone de 10% sur les 5 prochaines années. Très bien entreprise, dans ce cadre de ce produit financier, si vous réussissez à réduire de 10% vos émissions de carbone comme c'est votre objectif, nous, au lieu de vous facturer 45 points de base, 0,45%, on va vous facturer simplement 0,40. Et si vous n'y arrivez pas, on va vous facturer 0,50. Vous voyez, il y a une pénalisation, il y a carotte et bâton. Et on sait que dans le comportement humain historique, la carotte et le bâton, ça a en général ça a une certaine efficacité. C'est peut-être pas ce qu'il y a le plus efficace, mais ça a une certaine efficacité. Donc ça, c'est relativement nouveau, cette dernière ligne, les lignes de crédit confirmées, vertes ou responsables, mais c'est probablement promis un bel avenir, et contrairement aux 3 précédentes, ça permet il y a vraiment une hiérarchisation des rémunérations qui s'instaurent en fonction de critères verts, responsables. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un banquier qui est capable de mesurer le niveau d'émission carbone d'une entreprise. Donc, il y a intervention de tiers, sous forme d'agences de notation ESG qui se sont créées ex nihilo, dont c'est le métier de vérifier le respect par les entreprises des objectifs qu'elles se sont fixés, qu'elles ont annoncés, et de faire un rapport sur le sujet. Alors, comme c'est un marché en pleine expansion, sur ce marché, des agences de contrôle, on a soit des cabinets qui se sont créés, soit des départements liés au cabinet des groupes d'expertise comptable, soit des divisions des grandes agences de notation, Moody's et Standard & Poor's. Et il va même y avoir une norme ISO qui sera dans peu de temps publiée sur ce sujet-là. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, où tout est facile, simple, beau et magique, etc. Il y a des difficultés, ça va sans dire. Alors, quelles sont les difficultés? Les difficultés, j'en évoquais une tout à l'heure, ce n'est pas les investisseurs qui peuvent mesurer. Donc on est obligé de passer par des tiers dont c'est le métier et dont on espère que ces tiers feront bien leur métier. Mais ce n'est pas un investisseur qui peut dire « Ah oui, je suis allé vérifier par moi-même que l'usine en question ne fait pas appel au travail d'enfants au Bangladesh de 15 ans. » Deuxièmement, il y a un sujet, si vous voulez, quand vous êtes un groupe énergétique, il y a plein de sujets où vous pouvez vous améliorer potentiellement pour réduire votre empreinte carbone.
quand vous êtes une entreprise de formation comme First Finance International ou HEC, c'est nettement moins évident. Vous êtes dans la matière première, dans la matière grise. Alors bon, je suis sûr que le développement de formation grâce à Internet, comme l'ICCF dont parlait tout à l'heure Marie B, ça évite plein de gens de se déplacer, et donc ça c'est très bien de ce point de vue-là. Mais vous voyez, il y a d'un côté des entreprises qui peuvent facilement démontrer qu'elles font des efforts sur la lutte contre le réchauffement climatique, et d'autres pour lesquelles des sociétés qui sont dans le traitement de la matière grise, c'est nettement moins évident parce qu'il y a moins matière. Alors d'un autre côté aussi, on peut se rassurer en se disant que les entreprises qui ont besoin de faire des investissements, c'est les entreprises par exemple qui produisent de l'énergie par rapport à un centre de formation, dans mon exemple, où on n'a pas besoin de faire des investissements, on loue des locaux et ça suffit. Le deuxième sujet, c'est que vous avez deux approches possibles. Une approche qu'on appelle dite holistique. Alors, holistique, c'est un mot un peu pédant qui veut dire global. C'est holistique, c'est global, ça englobe tout, ou l'approche par projet. Et c'est pas du tout la même chose. Vous imaginez un groupe d'énergie qui pollue un maximum, il exploite des mines de charbon. Alors lui, il peut toujours dire, moi, il y a une petite partie de mon activité où justement je viens d'ouvrir une centrale éolienne ou une centrale de panneaux solaires. Et donc, il va mettre l'accent sur cette partie-là. C'est l'approche par un projet ciblé, il va obtenir des financements verts sur cette partie-là. Très bien. Parce que lui, l'approche globale, il va quand même avoir du mal à... sur sa mine de charbon, qu'est-ce qu'il peut faire? La fermer, certes, mais on ne ferme pas une mine de charbon du jour au lendemain si c'est son activité principale, donc c'est pas simple. Donc l'holistique est très ambitieux. La crainte qu'on peut avoir, c'est que les entreprises mettent souvent en avant des projets. Et puis le projet, c'est un peu comme dans le village de Potemkin, on met en avant ce qui est beau, puis tout le reste, on le cache là, derrière les rideaux, derrière les portes, et puis on ne regarde pas. Mais il existe quand même. Demain. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors là-dessus, nous, on a une vue extrêmement claire. Et on ne pense pas du tout que c'est de la mode, ça ne me paraît pas je ne prendrai pas ce risque-là. Une entreprise qui, au moins en Europe, choisirait d'ignorer ses préoccupations sociales, d'environnement, je pense que c'est une entreprise qui est destinée à disparaître. Qui disparaîtra pour deux raisons. La première, c'est qu'il va y avoir sur son coût du capital un renchérissement. Je vous ai expliqué par quels canaux, je vous ai dit c'est relativement embryonnaire pour l'instant, mais c'est en croissance, et l'accueil qui est fait par le public, la société, est très positif. Donc je pense que ça va se développer, ceci. Et donc quelqu'un qui fait des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique, des efforts mesurables, des efforts authentiques, il va se voir appliquer un coût du financement qui va baisser. Et quelqu'un qui ne fait pas d'efforts ne va pas avoir un coût du financement qui va baisser. Donc il va y avoir un avantage compétitif au niveau du financement au profit de ceux qui font des efforts dans ce domaine et au détriment de ceux qui n'en font pas. Et quand dans un secteur d'activité, vous avez des acteurs qui bénéficient d'un coût du financement qui baisse, c'est un avantage compétitif. Et donc, ça vous aide à éliminer les autres. Deuxièmement, dans la vie, il n'y a pas que la finance. Beaucoup d'entre vous ont des responsabilités financières, naturellement, mais si vous parlez à vos collègues de RH, alors j'aurais pas la prétention de prétendre que c'est le cas aussi au Sénégal, puisque je ne connais le Sénégal que depuis 24 heures, mais chez nous, en Europe, l'un des problèmes de fond qu'on a, c'est d'attirer les talents, c'est-à-dire des jeunes bien formés, intelligents et malins, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et il y a des entreprises qui sont très douées pour ça, qui ont travaillé sur ça pendant très longtemps. Un exemple bien connu est L'Oréal, ou dans un autre domaine, Goldman Sachs ou BNP Paribas en financement bancaire. Mais attirer des talents, c'est clé pour le développement d'une entreprise. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les jeunes, je les vois en étudiant, j'en ai 4 chez moi, mes 4 enfants. Ces gars-là, ils cherchent une mission et pas un travail, ils cherchent un mentor et pas un chef, et ils veulent avoir de l'impact sur ce qu'ils font. Alors peut-être qu'ils sont un peu la grosse tête, etc., mais
Donc une entreprise qui ne peut pas communiquer sur son côté social, sur sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une entreprise qui va avoir des problèmes à attirer des talents. Je ne dis pas qu'elle n'attirera pas, mais elle n'attirera peut-être pas autant qu'elle veut, ou elle n'arrivera pas à les fidéliser, au détriment d'entreprises qui, elles, auront cette capacité-là. Et réussir, ce n'est pas uniquement avoir des ressources financières qui coûtent moins cher que les autres, c'est aussi avoir des hommes et des femmes intelligents, bien formés, malins, impliqués dans ce qu'ils font, et ça fait une différence encore plus grande. Donc il y a aussi un sujet ressources humaines. Bon, et puis sans compter le risque dans les pays où les citoyens sont concernés par ce type de réflexion sur la lutte contre le réchauffement climatique, l'égalité homme-femme, de se faire montrer du doigt parce qu'on se comporte mal sur ce sujet-là en tant qu'entreprise. Et ça fait très très mal. Alors la bonne nouvelle, c'est que les recherches qui ont été faites à ce stade, on n'a pas énormément de recul, hein, mais on a quand même entre 5 et 10 ans de recul sur des volumes pas très élevés, hein, fait par des gens sérieux, des gens qui ont pignon sur rue comme le BCG, hein, qui est un cabinet de conseil en stratégie bien connu, ou Russell Investment, qui est un conseiller en matière de choix d'investissement. Hein. Donc ces deux firmes ont démontré que, en fait, investir socialement responsable n'est pas synonyme d'avoir moins de rentabilité, mais au contraire plus. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour les investisseurs. Non seulement vous faites du bien pour la planète, mais en plus vous faites du bien pour votre portefeuille. Donc ça c'est quand même la conjoncture idéale. C'est bien. Le vert est un business en lui-même. Le vert est un business en lui-même. En tout cas en Europe. Je vais vous donner une anecdote que je connais bien. Je suis actionnaire et administrateur d'une petite entreprise allemande qui fabrique des produits agroalimentaires bio. Et en Allemagne, les principaux canaux de distribution pour l'agroalimentaire, les produits agroalimentaires, c'est les supermarchés et les hypermarchés. Et vous avez quelques groupes qui sont des grands groupes, Rewe, Kaufmann, etc. Bon. Et donc, vous avez d'un côté une petite entreprise, parce que quand je suis devenu administrateur de cette société, elle faisait 100 000 € de chiffre d'affaires. D'ailleurs, être administrateur de la société, c'est un peu prétentieux. Enfin, quand vous êtes petit. Bon. Aujourd'hui, cette société, cette année, en 2018, elle va faire quasiment 2,4 millions, venant l'an dernier d'1 million. Bon. Comment elle croît si vite ? Elle croît si vite parce qu'en fait, elle a la chance que les clients allemands veulent manger de plus en plus bio, responsable, en éliminant les produits pas bons pour la consommation dans les produits. Donc le label bio est une garantie qu'il y en a beaucoup moins, voire pas du tout, dans des produits standards. Et c'est les grandes chaînes de distribution qui appellent cette petite société à Hambourg, s'il vous plaît, livrez-nous vos produits. Alors qu'habituellement, lorsque vous lancez une activité dans laquelle vos clients sont les grands distributeurs, c'est vous qui devez aller supermarché après supermarché, convaincre les acheteurs, ou plein d'autres de producteurs. Là, c'est... bon. Et le directeur financier dans tout cela, me direz-vous ? Le directeur financier dans tout cela, il n'a aucune raison d'être perdu. Il n'a aucune raison d'être perdu parce que, en fait, le critère de la durabilité, ce n'est pas un critère nouveau pour lui. Tout directeur financier qui se respecte, il sait très bien que son rôle, c'est de s'assurer qu'en permanence, l'entreprise bénéficie des ressources financières dont elle a besoin pour continuer d'avancer, pour se développer, pour tourner. Donc lui, c'est pas un trader sur un marché financier qui fait un coup, qui prend sa marge et qui s'en va. Il sait très bien que il prend des engagements dans la durée et qu'il a intérêt à trouver des sources de financement dans la durée. Donc toutes ces préoccupations de durabilité ne lui sont pas étrangères. D'ailleurs, je crois que je dis quelque part, oui, il est comme Monsieur Jourdain, vous savez, ce personnage de la pièce de Molière, le bourgeois gentilhomme, qui apprend que parler en prose, c'est ce que je fais et c'est ce qu'on fait tous ensemble la plupart du temps, hein, et qui est tout content de dire « Ah ben je parle en prose ». Bon, notre directeur financier, la durabilité, ça fait des années qu'il en fait, d'autant qu'à côté du financement, il est aussi responsable de la gestion des risques, hein, c'est-à-dire d'éviter que l'entreprise prenne des risques et de couvrir ces risques, parce que s'il se matérialisait, il pourrait pénaliser ou heurter l'entreprise de façon importante. Et puis il va avoir une nouvelle responsabilité, hein. C'est que l'entreprise qui prend des engagements de type
lutte contre le réchauffement climatique de type parité homme-femme, de type respect à l'égard de la société au sens général, ces engagements ils doivent être tenus. Et il y en a un qui va pouvoir relativement aisément le vérifier, c'est celui qui a tous les chiffres, et donc c'est le directeur financier au sein de l'entreprise. Et pour lui, c'est important parce qu'il va devoir répercuter ça aux investisseurs. Et pour montrer que les investisseurs qui ont fait confiance à l'entreprise, y compris sur sa capacité à respecter ses délais de remboursement des crédits par exemple, mais y compris aussi sur la capacité de l'entreprise à respecter les engagements qu'elle aura pu prendre au titre du réchauffement climatique, ces engagements sont tenus et que ce n'est pas de ce qu'on appelle le pipeau, quoi. Enfin, et que sans confiance, il n'y a pas de financement possible. Et ça, c'est pas nouveau sous le soleil, c'était déjà vrai avant, et ça va continuer à être vrai. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet finance verte, responsable et durable. Et si vous le voulez bien, sans faire de pause, on va passer au deuxième sujet que je traiterai plus rapidement, qui est investissement et dividendes. Le sujet est le suivant. S'il y a des étudiants qui veulent faire un mémoire de recherche, c'est un très beau sujet. Et dans la salle, j'ai remarqué qu'il n'y a pas que des étudiants, donc ne vous inquiétez pas, c'est aussi un sujet intéressant pour les non-étudiants. Je vais faire 3 rappels avant. Le premier rappel, c'est que trop souvent, je constate que les gens font une confusion énorme, une erreur énorme sur le concept de dividende, qui est lié à une histoire économique passée, qui est la suivante. Très souvent, les gens considèrent que le dividende, c'est comme le salaire de l'actionnaire. Le salarié, il a son salaire, bon, très bien. Moi, j'ai mon salaire, je suis salarié d'HEC, donc j'ai mon salaire. À la fin du mois, je touche mon salaire. Vous, vous êtes salarié de votre entreprise, ou vous le serez un jour pour ceux qui sont encore étudiants, et vous toucherez à la fin du mois votre salaire. Bon. Et le dividende, c'est comme le salaire, voilà, c'est de l'argent qui arrive dans la poche de l'actionnaire. Non. Non. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il y a une différence considérable entre les deux. En tant qu'actionnaire, quand je touche un dividende, j'ai effectivement du cash qui arrive sur mon compte en banque, mais au même moment, la valeur de l'action qui m'a versé le dividende baisse du montant du dividende. Et ça se comprend aisément. Une entreprise qui verse un dividende, ça veut dire quoi? Elle se prive d'une ressource, le dividende, qu'elle donne à des tiers, ses actionnaires. Et donc, elle a moins d'actifs. Si elle a moins d'actifs, elle ne peut pas valoir autrement que moins cher. Le jour où vous et moi, on touche notre salaire, on n'a pas moins d'actifs à côté. On a touché notre salaire sur notre compte en banque. Ensuite, on va l'investir, le dépenser, le consommer. Je suis d'accord avec vous, mais nulle part dans mon patrimoine, dans votre patrimoine, il y a une baisse corrélative et du même montant que le salaire que vous avez reçu. Pas du tout. En fait, le dividende, si on voulait le comparer à quelque chose qu'on vit tous dans la vie commune, c'est pas au salaire qu'il faudrait le comparer, c'est au retrait d'argent au distributeur de billets. Quand vous et moi, on retire de l'argent à un distributeur de billets, c'est sympathique, on a du cash dans la main. D'accord? Mais est-ce qu'on est plus riche ou moins riche en ayant retiré de l'argent? Bon, on n'est pas plus riche. Simplement, on a liquéfié une partie de notre patrimoine qui est devenue du cash. Les quelques billets que le distributeur nous donne pour nous permettre de faire face à des dépenses. Le dividende, c'est exactement ça. Donc, un actionnaire ne s'enrichit pas par le versement du dividende, comme un salarié s'enrichit par le versement d'un salaire. Donc ça, c'est un point extrêmement important parce que je constate, en particulier chez les journalistes, mais pas uniquement chez les journalistes, une erreur là-dessus qui biaise tout raisonnement. Le dividende, ce n'est pas un salaire, c'est la liquéfaction partielle de mon patrimoine. Deuxième élément sur l'investissement. Trop souvent, j'entends dire il faut investir, il faut investir, il faut investir. Oui, en général. Et sûrement plus dans des pays émergents par rapport à des pays à maturité. Mais l'investissement ne doit pas être une religion. À un moment donné, il faut éviter le surinvestissement. Parce que c'est du gaspillage.
du gaspillage de ressources rares, l'épargne, qui aurait pu être mieux allouée ailleurs. Ceux qui ont fait les ICF se rappellent très bien, 3e module, 4e semaine, 3e vidéo sur le sujet, où on voit qu'en fait, ce qui est important pour décider du niveau d'un dividende, c'est est-ce qu'on est capable dans l'entreprise de trouver les investissements qui nous rapporteront au moins le coût de l'argent que l'on va mettre en face pour financer ces investissements. Si on est capable, parce que l'activité se développe, parce qu'on est sur des marchés porteurs, de trouver des investissements qui devraient nous rapporter sur moyenne période au moins ce qu'on appelle le coût du financement, le coût du capital, on peut se permettre de faire 0 dividende. Il y a des grandes entreprises dans le monde, j'en évoquerai dans quelques instants, des exemples qui versent 0 dividende, dont les actionnaires sont contents qu'elles versent 0 dividende. Parce qu'il y a des investissements à faire qui sont des investissements potentiellement créateurs de valeur. Bon. Et puis il y a d'autres secteurs d'activité dans lesquels, où ma foi, je suis un secteur qui n'est plus en croissance, j'ai une position forte, à quoi ça sert que je double la taille de mes usines si la demande ne double pas ? Et donc surinvestir dans ce cas-là, ça devient une erreur, c'est du gaspillage. Et cet argent-là, il vaut mieux que je l'utilise ailleurs, autrement. Donc le surinvestissement est un danger qui peut guetter, qui peut menacer. Et le dividende est une façon de résoudre ce problème. D'autant que, là, j'ai un point de vue d'Européen, dans des pays à maturité, chez nous, l'investissement, c'est de moins en moins la forme de choses traditionnelles d'immobilisation corporelle. Il n'y a plus beaucoup de gens chez nous qui veulent construire des aéroports. D'ailleurs, il y a eu un référendum populaire pour l'extension, la construction d'un nouvel aéroport en Bretagne, à Nantes, et ça a été jusqu'aux mains, et en fait, on a décidé d'abandonner, de ne pas construire un nouvel aéroport. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent construire des nouvelles centrales nucléaires dans mon pays, même si on a un track record excellent en matière de gestion des centrales nucléaires en France pour l'instant. Et de plus en plus, les investissements sont des investissements incorporels, qui sont le fait d'une économie immatérielle, de services, dans des start-up où en fait on paye des salaires à des jeunes ou des moins jeunes qui développent une entreprise, mais dans lequel les investissements corporels sont très très faibles. J'ai bien conscience que dans votre pays, ça peut être différent compte tenu d'un stade de développement différent. Ces rappels étant faits, on en vient au sujet. Souvent on dit, ou j'entends dire, verser plus de dividendes, c'est réduire d'autant les investissements. Ah, si je versais moins de dividendes, on pourrait investir plus. Et c'est ce que j'appelle un sophisme. Un sophisme, c'est un raisonnement qui a l'air juste, mais qui est faux. Un sophisme. Et on va le regarder ensemble. Ou en tout cas, dans quelles conditions c'est juste et dans quelles conditions c'est faux. Alors, comme tout sophisme, il paraît juste de prime abord. Voilà. C'est vrai qu'à l'instant T, pour une entreprise donnée, si je verse tout mon flux de trésorerie disponible sous forme de dividendes, c'est autant d'argent que j'ai en moins pour faire des investissements. Donc dans ce sens-là, c'est juste. Il n'y a pas de problème. Dans ce sens-là, c'est juste à l'instant T pour une entreprise donnée. Simplement, le raisonnement que j'évoquais, plus je fais de dividendes, moins j'investis, il est en général tenu au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau d'un pays, au niveau d'un ensemble de sociétés. Et c'est là que ça devient faux. Ce qui est vrai à un petit niveau, au niveau microéconomique, devient faux lorsqu'on généralise en pensant qu'on peut le faire sans problème au niveau macroéconomique. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, que c'est vrai à un petit niveau, mais au niveau global, paradoxalement, c'est plus vrai. Et on va voir pourquoi. Et je vais vous prendre une première explication. La première explication, c'est que ce n'est pas les mêmes groupes qui versent des dividendes que ceux qui investissent. Donc le problème de l'arbitrage entre dividendes et investissement, très souvent, il ne se présente pas dans ces formes-là, parce que lorsqu'on regarde les entreprises dans un pays ou dans un secteur d'activité, elles sont diverses et variées.
Et là, je vais vous prendre un exemple, un double exemple emblématique. Je vais commencer par Apple. Alors, je suis désolé pour les personnes qui sont au fond. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vais vous donner les principaux chiffres. Et puis, de toute façon, vous pourrez télécharger cette présentation. Sur Apple, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans la première ligne, j'ai regardé 2014-2017. Donc, j'ai regardé les 4 dernières années. On voit que les ventes sont passées de 183 milliards de dollars à 231, 214, 229. Donc, en fait, Apple, c'est une société qui est arrivée à maturité. Son activité ne croît plus. Alors peut-être qu'elle va lancer un jour un nouveau produit qui va la faire rebondir. Mais là, depuis 3-4 ans, on est arrivé au plat. Bon. Alors c'est pas mal quand même de faire 220 milliards de dollars de vente. Ne crachons pas dans la soupe. Bon. C'est une société, c'est la dernière ligne, vous allez voir sur les 4 dernières années, elle a versé en moyenne de l'ordre de grandeur de 45 milliards de dollars chaque année sous forme de dividendes et de rachat d'actions, qui est un mode similaire aux dividendes, pour rendre de l'argent aux actionnaires, 45 milliards de dollars par an. Donc sur 4 ans ici, vous avez quand même quasiment 200 milliards de dollars qui ont été rendus aux actionnaires. Alors bon, c'est la plus grosse société du monde aussi, enfin, je ne sais pas été chercher la blanchisserie de Louis XI Osas. Bon, c'est une société, lorsqu'on regarde dans les lignes du milieu, la ligne du milieu, je me suis intéressé aux investissements qu'elle fait. Bon an, mal an, chez Apple, on investit à peu près 10 milliards de dollars. Alors 10 milliards de dollars, à mon échelle personnelle, c'est une très 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 grosse somme d'argent. Et c'est probable que pour vous aussi, c'est une très très grosse somme d'argent. Mais en fait, relativement à l'activité d'Apple, 10 milliards, ça fait que simplement 100 à 120% de la dotation aux amortissements. Et les anciens ICCF se rappellent que justement, lorsqu'on compare les investissements par rapport à la dotation aux amortissements, c'est là qu'on peut voir si la société investit, surinvestit, sous-investit. Et donc ici, on a une société qui n'est pas en phase d'investissement. Lorsqu'on investit à peu près la dotation aux amortissements, la dotation aux amortissements, elle traduit l'usure au cours du temps de mes actifs corporels. Si j'investis 100 à 120% de le montant de la dotation aux amortissements, je ne suis pas en train d'accroître fortement mes capacités de production, ce qui est logique puisqu'on a une activité qui est stable. Donc Apple est à maturité, verse beaucoup de dividendes. Et puis j'ai une deuxième société à côté qui s'appelle Google. Et Google, je suis allé voir pareil, les mêmes chiffres, les mêmes 4 critères. Alors, sur les ventes, en 2014, Google faisait 66 milliards de dollars de ventes. Et l'an dernier, en 2017, le chiffre est de 111. Vous voyez, je passe de 66 à 111. Donc là, on a une société qui est en très forte croissance, puisque sur 4 ans, on fait quasiment un doublement, et donc ça nous fait quasiment du 20% de croissance par an. Donc c'est quand même une société en très forte croissance, contrairement à Apple. Bon. Si je regarde la dernière ligne, les dividendes et les rachats d'actions, j'ai 0 la première année en 2014, 1,8 milliard en 2015, 3,7 milliards en 2016 et 1,8 milliard en 2017. Donc tout ça, ça me fait grosso modo 7 milliards. Donc en 4 ans, là où Apple a rendu quasiment 200 milliards, Google a rendu 7 milliards. Donc rien. C'est normal, c'est une société en très forte croissance et donc l'argent, elle le réinvestit dans un business qui croît. Et d'ailleurs, on a la confirmation en regardant mes 2 lignes du milieu, parce que mes 2 lignes du milieu, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent que chez Google, en moyenne, l'investissement, ça représente 240% de la dotation aux amortissements. Vous voyez, tout à l'heure, chez Apple, c'était entre 100 et 120%, c'est-à-dire à peu près identique. Là, je suis au-delà de 2 fois la dotation aux amortissements. C'est normal, vous ne pouvez pas croître en passant du chiffre d'affaires de 66 à 111 milliards en 4 ans à actifs immobilisés constants. Vous êtes obligé d'accroître la taille de vos immobilisations. Donc, voilà, on aurait pu se dire c'est quand même 2 grandes sociétés, 2 membres du GAFA, voilà, c'est très similaire. Non, c'est pas similaire du tout d'un point de vue financier. Il y en a un qui est à maturité, qui verse beaucoup de dividendes, et l'autre qui verse rien en dividendes, fait quelques petits rachats d'actions et réinvestit tout pour financer sa croissance. Et j'ai jamais entendu un actionnaire d'Apple se plaindre de la politique de dividendes, pas plus que j'ai entendu un actionnaire de Google se plaindre de la politique de dividendes. Après, j'ai été regardé au sein du CAC 40. Le CAC 40 en France, c'est les 40 sociétés françaises les plus grosses cotées sur la place de Paris. Et je l'ai fait sur une longue période, puisque j'ai regardé sur 11 ans, entre 2005 et 2016. 2016, c'est parce que j'ai fait ce travail en 2017, donc j'ai pris la dernière année. Et 2005, pourquoi? Parce que j'ai voulu avoir l'intégralité d'un cycle boursier, entre une phase de baisse et une phase de hausse. Donc je ne me suis pas mis en 2009,
parce que là j'arrive que la phase de hausse, mais je me suis mis en 2005, puisque le marché était à peu près comme ça, et puis il a baissé 2008-2009, et puis il a rebondi. Donc j'ai l'ensemble d'un cycle boursier, une phase de baisse, suivie d'une phase de hausse. Bon. Et là on voit bien que, pareil, il n'y a pas identité entre ceux qui payent des dividendes et ceux qui font des investissements. Parce que dans les gros payeurs des dividendes, il n'y en a que 4 des 9 qui font partie des plus gros investisseurs. C'est Total, Orange, Engie, ArcelorMittal qui font partie des plus gros payeurs de dividendes, mais il n'y en a que 4 qui font partie des plus gros investisseurs. Donc, il n'y a pas d'identité. Et puis à l'inverse, je vous ai mis les 5 autres qui font partie des plus gros payeurs de dividendes, Sanofi, Vivendi, LVMH, L'Oréal et Danone, mais ils ne font pas partie du top des investissements. Et d'ailleurs, quand on regarde les noms, c'est pas une surprise, quoi. Enfin, ceux qui versent beaucoup de dividendes, mais qui ne font pas beaucoup d'investissements, enfin, c'est relatif. Sanofi, Vivendi, LVMH, L'Oréal, Danone, c'est des services, c'est de l'industrie légère. Donc il n'y a pas des gros investissements à faire. Alors que ceux qui font des gros investissements, Total, c'est le pétrole, Orange, c'est l'opérateur téléphonique bien connu, Engie, c'est un producteur d'électricité, ArcelorMittal, c'est de la sidérurgie. Bon, ça je passe. Il y a une idée très très forte sur laquelle je veux insister. C'est que le dividende ou le rachat d'actions, qui est une modalité technique similaire, ce sont des outils anti-rente. Anti-rente. Et je vais vous donner 2 exemples. Je parlais tout à l'heure d'Apple. Il fut un temps où Apple ne versait pas du tout de dividendes. Et c'est bien connu, puisqu'on estimait qu'à un moment donné, elle a eu quasiment 200 milliards de dollars de cash en caisse. Au point où, en tant qu'actionnaire d'Apple, vous auriez pu vous demander, mais attendez, est-ce que je suis actionnaire d'une société de technologie ou est-ce que je suis actionnaire d'une SICAV de trésorerie? Parce que 200 milliards de cash, à l'échelle d'Apple, ça commençait à devenir significatif. Ce cash, qu'est-ce qu'on faisait Apple? Il était bloqué et investi à court terme dans des bons du Trésor américain. Bon, ce qui n'est pas un mauvais investissement en soi, si vous voulez. Mais moi, en tant qu'actionnaire d'Apple, si je confie une partie de mon épargne à Apple, c'est pas pour qu'ils investissent une partie de cet argent en bons du Trésor américain. Si je veux investir en bons du Trésor américain, je suis capable de le faire tout seul comme un grand, sans besoin de passer par Apple. Et cet argent-là, il était gelé, bloqué, parce que Apple n'en a rien fait, n'avait rien à en faire. Enfin, ses investissements n'étaient pas tels qu'ils puissent le investir, et c'était autant d'argent qui aurait pu être investi ailleurs, dans des investissements plus intéressants que des bons du Trésor américain, qui ne servaient à rien. Bon. Grâce à M. Trump, il y a eu une réforme fiscale américaine qui a fait qu'Apple s'est mis à distribuer massivement, comme on le voyait tout à l'heure, ses dividendes. Cet argent est arrivé dans la poche des actionnaires. Qu'est-ce qu'en ont fait les actionnaires? Ils ne l'ont pas consommé en bouteille de champagne ou en achat de gros cigares intégralement. Cette caricature de l'actionnaire est quand même passée. Cet argent a été réinvesti par les actionnaires dans des entreprises qui ont besoin de capitaux propres pour financer le développement. C'est-à-dire réinvestir dans des startups, dans la Silicon Valley ou ailleurs de la Silicon Valley. On fait tourner l'argent. On fait tourner l'argent et on espère que dans les nouveaux investissements qu'on financera ainsi, une nouvelle société qu'on financera ainsi, on va financer un petit Apple de 2030 ou de 2040. Parce que Apple, il y a 15 ans, ils avaient besoin de capitaux propres. Aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. Je vous donne un deuxième exemple qui est dans la même veine. L'Oréal, qui est une firme bien connue qui s'occupe de la beauté. Alors non seulement L'Oréal est parti à la conquête d'1 milliard de clients supplémentaires, et la conquête se passe très très bien, mais les marges de L'Oréal sont telles que L'Oréal reverse à ses actionnaires 60% de ses résultats. Si vous voulez. Et ça ne l'empêche pas de continuer chaque année à avoir un taux de croissance de 7 à 8%, de faire tous les investissements qu'ils veulent. Bon. L'Oréal a été fondé par une famille, les Schuller-Bettencourt-Meyers, qui, il y a plus de 100 ans, qui aujourd'hui détiennent le tiers du capital. Donc, détenant le tiers du capital, ils reçoivent le tiers des dividendes, et ce qui représente de l'ordre de grandeur d'un petit milliard d'euros. Alors, ils ne dépensent pas le milliard d'euros en cigares, champagne, etc. Heureusement pour leur santé personnelle, d'ailleurs. Non. Ils ont fait un fonds d'investissement
Et cet argent est réinvesti dans des start-up ou des entreprises moyennes pour leur permettre, à eux, d'utiliser leur argent plus intelligemment qu'en plaçant dans des bons du trésor de l'État français ou américain, et puis de financer de nouveaux projets, de nouveaux développements, parce qu'il y a toujours des entrepreneurs dans le monde qui ont de nouvelles idées, il y a des nouveaux défis à relever, il y a des nouvelles opportunités qui apparaissent. Donc, le dividende n'est pas mal. C'est pas un mal, un dividende. C'est un mal dans les rarissimes cas où, mais c'est très très rare, je connais très très peu d'exemples de situations comme ça, où on empêche une entreprise de croître en lui prélevant des dividendes excessifs. En général, les actionnaires ne sont pas idiots. Ils ont parfaitement compris que s'il y a des opportunités de croissance, il vaut mieux réinvestir dans le business plutôt que de pressurer l'entreprise. Donc c'est extrêmement rare cette situation-là. Et la plupart du temps, quand on verse des dividendes, ça permet de sortir de l'argent d'entreprise qui n'en a plus besoin et de financer de nouvelles activités, de nouveaux pays où là il y a des besoins. Et c'est dans ce sens-là que je dis que le dividende et le rachat d'actions, c'est des outils révolutionnaires. Je force un tout petit peu la dose pour que pédagogiquement ça frappe l'esprit des personnes. Ce sont des outils qui sont des outils anti-rente. Il n'y a rien de pire que de geler l'argent. Il n'y a rien de mieux que de faire circuler l'argent et de donner des opportunités à ceux qui ont des idées, des investissements, des entrepreneurs, des projets, de pouvoir sortir de l'argent d'entreprise où il n'y a plus besoin de cet argent pour l'affecter autrement et permettre un développement. Et puis je vais terminer. Et puis, ça c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est la dynamique au cours du temps. Et je vais vous donner un très bel exemple. Enfin, deux très beaux exemples. Ici, vous avez une entreprise du CAC 40 qui s'appelle Safran. Safran, ça fabrique entre autres les moteurs d'avion de Airbus, de Boeing. Et c'est une entreprise dont, là, vous regardez, son dividende a cru de 27% par an. C'est la courbe rouge là, que vous voyez derrière moi. 27% par an. Et là, sur cette courbe, j'ai pris l'ensemble du CAC 40, pas simplement deux petits exemples illustratifs, LVMH et Safran. Vous voyez, que les investissements sont largement supérieurs, c'est la courbe du haut par rapport à la courbe du bas, et que les deux évoluent de concert, en fait. Et sur la période, sur l'ensemble des sociétés, c'est 3% de croissance par an. Donc, c'est pas antinomique de faire des investissements et du dividende. Si verser plus de dividendes conduisait à moins investir, on devrait avoir un graphique comme ça. Graphique comme ça, là, c'est le taux de croissance. Taux de croissance des investissements et des dividendes. C'est-à-dire que si je me mettais à verser de plus en plus de dividendes, quand je vais sur la droite, eh bien, ça voudrait dire que mon taux de croissance des investissements devrait baisser. Et donc, vous avez une courbe comme ça. Si verser plus de dividendes faisait que je faisais moins d'investissements, je devrais avoir une courbe comme ça, en direction du sud-ouest. Quand on fait la régression linéaire sur les sociétés, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une courbe qui est orientée dans le sens inverse. Plus je fais d'investissement, plus je peux faire de dividendes, plus je fais de dividendes, plus je fais d'investissement. Donc, cette petite étude, plus ponctuelle par rapport à ma problématique sur la finance verte, pour que vous ne tombiez pas dans le piège de ce sophisme. Ce qui peut être vrai à l'instant T sur une entreprise n'est pas vrai au niveau macroéconomique et n'est pas vrai dans la durée. Et je crois que j'ai terminé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que si mon webmaster fait bien son travail, cette présentation est disponible ce soir sur le site vernimen.net. Vous pourrez la télécharger et l'utiliser. Donc maintenant, on va passer à une deuxième partie, c'est la partie questions-réponses. Bonjour Pascal, Abdoulaye Kamara, expert comptable ICCF 2. Alors, je commencerai peut-être par votre citation. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Alors, ma question, c'est sur le premier thème. Est-ce à dire, compte tenu de la présentation que vous avez faite, ce sera un adieu au MEDAF qui avait un critère qui n'intégrait pas, n'est-ce pas, les investissements socialement responsables?
si c'est par l'affirmative, on finira par dire que si toutes les entreprises devaient se mettre dans des investissements socialement responsables, le MEDAF pourrait avoir de beaux jours devant lui. Et pour terminer, je dirais, est-ce que cet investissement socialement responsable est plus un phénomène de mode ou c'est plutôt imposé par la finance comportementale? Je vous remercie. Alors, c'est pas la mort du MEDAF. Le MEDAF étant un modèle qui a été mis au point par des prix Nobel dans les années 60, qui permet de mettre en relation le supplément de rentabilité que je dois demander à une entreprise dès lors qu'il y a un supplément de risque. Non, c'est simplement un élément de plus. C'est-à-dire que en tant qu'investisseur, j'ai des préoccupations vertes, durables et responsables. Et en fait, je vais, à cette aune-là, éliminer un certain nombre d'entreprises qui ne respectent pas. Donc, elles vont sortir du périmètre de mon investissement possible. Alors, s'il n'y a que moi qui fais ça, ce n'est pas dramatique pour elles. Mais si on est des centaines d'investisseurs à raisonner comme ça va mal se passer pour elles. Elles vont avoir un coût du financement qui va monter, etc. C'est ce que j'expliquais. Une fois que j'ai éliminé un certain nombre de sociétés, j'en garde une autre partie. Et sur cette autre partie qui me plaise d'un point de vue vert, responsable et durable, elles ne seront pas toutes les mêmes en termes de risque et de rentabilité. Certaines seront plus risquées que d'autres. Et donc moi, je continue à appliquer un taux de rentabilité que je vais demander. Les plus risqués, je demanderai plus. Les moins risqués, je demanderai moins. Mais simplement, j'aurai éliminé une partie de l'échantillon. Donc ce n'est pas un remplacement, c'est un filtre supplémentaire. Deuxièmement, je ne crois absolument pas que ce soit une mode. Je ne crois pas que ce soit une mode, parce que je pense que les sujets de réchauffement climatique, c'est malheureusement pas quelque chose qu'on va traiter d'ici la fin de l'année. Il y a un travail colossal à faire. Et ça va nous occuper pendant des décennies. La finance ne peut pas rester à l'écart de cet effort colossal. Et la finance l'a compris. Ou en tout cas, une partie des investisseurs l'ont compris. J'ai parfaitement conscience que c'est plus facile de l'avoir compris, d'être actif lorsqu'on est dans des pays riches que lorsqu'on est dans des pays émergents. Et je n'ai pas la prétention de vous expliquer ce qu'on fait au Sénégal. Je suis incompétent sur le Sénégal, il faut être objectif, honnête. Je vous explique ce qu'on fait en Europe et aux États-Unis. Mais ça va nécessairement se répandre au-delà de l'Europe et des États-Unis. Mais déjà, on a beaucoup de pain sur la planche à faire en Europe et aux États-Unis. Moi, je suis Sanuidi Serge, étudiant d'ESCOGEF au CESAC. Donc, nous profitons ici, tous étudiants du CESAC, remercier M. Abdoulaye Kamara qui a bien voulu nous partager le lien afin qu'on puisse assister à la conférence. Donc, ma question va porter sur le deuxième thème, investissement et dividendes. Dès le premier appel, vous aviez souligné que distribuer des dividendes, c'est en quelque sorte liquéfier une partie de notre patrimoine. Ce que je me pose comme question, si derrière les actionnaires attendent chaque année que l'entreprise distribue un dividende qui serait la conséquence de l'investissement qu'ils ont eu à effectuer dans cette même entreprise. Ce que je comprends par la présentation, c'est comme si vous demandiez, c'est comme si vous voulez que l'entreprise au fait persuade les actionnaires de réinvestir ce dividende-là au lieu de le faire distribuer au fait. Ok, je me demande, est-ce qu'on ne serait pas au fait dans une sorte de bulle? Parce que si on réinvestit encore ce dividende, c'est pour peut-être accroître les ressources. Mais ces ressources encore derrière, c'est pour encore les redistribuer. Donc, est-ce qu'on ne serait pas dans une sorte de bulle qui tourne seulement? Je ne pense pas qu'on
qu'on soit dans une sorte de bulle. Est-ce qu'il y a un point de fond que je veux rappeler? Être actionnaire d'une société, c'est un métier. Enfin, c'est un métier. C'est une activité professionnelle. Alors, tous les actionnaires ne consacrent pas le soin qui devrait être consacré en analysant les comptes, en participant aux assemblées, etc. C'est pas dramatique. Mais il faut qu'il y en ait un certain nombre qui fassent ce travail pour leur propre compte à eux ou pour le compte commun. Et le rôle de l'actionnaire, alors après ça dépend de son poids aussi au sein du capital, hein, bien évidemment, mais le rôle de l'actionnaire, c'est d'avoir un œil critique sur les propositions du management. Et dire au management, attendez là je suis désolé, mais vous nous faites réinvestir, mais dans quoi? C'est quoi les projets? Je suis désolé, vous nous faites réinvestir, mais ça fait 3-4 ans qu'on réinvestit et les résultats sont toujours stagnants. Donc ça veut dire que l'argent il a été gaspillé ou alors il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Expliquez-nous. Je ne suis pas dans le court terme, je vous ai dit 3-4 ans. En 3-4 ans, on doit quand même être capable de montrer des résultats. Donc ça, c'est un vrai travail. Alors, j'ai parfaitement conscience qu'un certain nombre d'épargnants, ils lisent simplement dans le journal telle société va monter, donc ils achètent sans faire, comme on le fait à l'ICCF, une évaluation, une analyse financière. Et il y aura toujours ça, c'est pas un problème. Mais il faut qu'un certain nombre d'actionnaires soient des professionnels, soit parce que c'est leur métier, ou soit parce que retraités, ils ont le temps de faire ça, ils challengent. C'est aussi un petit peu, il y a aussi une autre préoccupation qui est importante à ce niveau-là, c'est le fait une distinction entre le fait de l'entreprise si elle est cotée ou si elle n'est pas cotée. Si l'entreprise est cotée, vous avez besoin de cash, vous vendez quelques actions. C'est pas grave. Vous vendez quelques actions. Quand elle est non cotée, vous avez besoin de cash. C'est difficile de vendre des actions d'une entreprise qui n'est pas cotée. C'est compliqué. Vous trouvez d'autres personnes qui sont prêtes à acheter, qui ne connaissent pas l'entreprise. Il n'y a pas d'obligation de publier des résultats, de donner de l'information. C'est beaucoup compliqué. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir une pression de l'actionnaire qui a besoin de cash parce que, je sais pas, ses enfants font des études, il veut partir en voyage, enfin bon, j'imagine, de verser du dividende. Surtout dans les entreprises familiales. Et c'est là que la cotation boursière peut avoir un avantage, parce que cette pression-là, elle va diminuer, parce que vous allez pouvoir dire à l'actionnaire, attends, tu veux du cash, bah maintenant c'est coté en bourse, tu vends quelques-unes de tes actions, et tu nous laisses réinvestir. Et en réinvestissant, si on se débrouille bien, on va faire progresser la valeur de l'action. Et donc certes, tu auras moins d'actions parce que tu en as vendu quelques-unes pour obtenir du cash, mais sur les restantes, elles valent plus. Donc tu t'es pas appauvri, au contraire. Les actionnaires de Google, depuis la création de Google, depuis l'introduction en bourse de Google, ils n'ont pas touché de dividendes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu régulièrement, quand ils avaient besoin de cash, quelques actions Google ou quelques centaines d'actions Google. Mais l'action Google n'a cessé de progresser parce que les investissements qui ont été faits ont été des investissements qui ont rapporté sur moyenne période plus que le coût du financement. Donc c'est ça la mécanique financière. Alors parfois ça dérape. Parfois ça dérape parce qu'il y a des problèmes de contrôle, enfin de gouvernance qui sont pas en place, si vous voulez. Où on laisse des dirigeants incompétents gérer des entreprises et les actionnaires font rien. Mais à la limite, c'est le problème des actionnaires. C'est dans ce sens-là que j'avais commencé à dire être actionnaire, c'est un métier. C'est un métier. Et comme tout métier, ça nécessite du temps et du travail. Je suis Mohamed Sissé, étudiant en fin de cycle au CESAG. Et ma question est en rapport avec la première thématique. Et elle est un tout petit peu différente de tout ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Donc, parlons d'investissement socialement responsable. Je me dis qu'en commençant à parler de cette thématique, il faudrait qu'on puisse se pencher vers des établissements de crédit qui financent l'économie. De ce fait, je me demande est-ce qu'il ne sera pas intéressant d'inciter cette nouvelle forme de finance qui loge dans l'économie éthique, qui est la finance islamique.
Pourquoi? Parce que greffé à son objectif commercial, elle associe ici l'objet social, qui est l'amélioration des conditions des semblables dans la sphère économique. Et en plus de cela, c'est une économie qui est, c'est un mode de financement qui est totalement basé sur l'économie réelle. D'où la limitation, je vais dire, quasi totale des risques qui sont systémiques. Donc, professeur, qu'est-ce que vous pensez de cette forme de financement? Sinon, quelle est votre appréciation vis-à-vis de l'investissement socialement responsable? Merci. J'ai pas l'habitude de parler de choses que je connais pas, et je vais pas déroger ce soir aux bons principes. Je suis pas compétent sur la finance islamique, donc je vais pas pouvoir répondre à votre question sur ce point-là. Par contre, il y a une partie de votre question à laquelle je peux répondre et sur laquelle je peux rebondir. C'est que vous et moi, et plus généralement l'ensemble des citoyens de la planète Terre, on peut, par nos questions, par notre vote, mais maintenant aussi par l'orientation de notre épargne, quand on en a, faire un peu bouger les choses dans une direction qui soit conforme à ce qu'on veut. C'est probablement pas encore le cas ici au Sénégal, mais en Europe, vous ne pouvez pas trouver de banque qui ne vous propose pas des investissements de style socialement responsable ou de panels de SICAV ou fonds de commun, enfin d'outils de gestion collectif vous permettant d'investir votre épargne dans des projets verts. Pourquoi? Parce que les citoyens, les épargnants ont dit mais moi ça m'intéresserait d'investir dans ça parce que je suis concerné par la préoccupation de lutte contre le réchauffement. Je voudrais que la planète soit toujours bleue et qu'elle reste bleue pour mes enfants et mes petits-enfants. Et tant qu'à épargner voilà, 3 000 euros, bah, je préférerais que ces 3 000 euros, ça aille plutôt à une entreprise ou à des entreprises qui soient préoccupées qui aient les mêmes préoccupations que moi, plutôt que par des entreprises qui s'en fichent complètement et qui se comportent comme de mauvaises entreprises de ce point de vue-là. S'il y a une personne qui tient ce raisonnement, ça ne va pas faire grand-chose. S'il y a 1 millier de personnes qui tiennent ce raisonnement, ça ne va pas faire grand-chose. Simplement, il y a des millions de personnes, en tout cas pour les pays que je connais en Europe, qui tiennent ce raisonnement, qui ont tenu ce raisonnement, et les banques ne sont pas idiotes. Elles voient bien ce que demandent les clients, et le b.a.-ba du marketing, je dis parfois qu'un bon financier, c'est un homme de marketing, le b.a.-ba du marketing, c'est d'écouter les clients. Et donc les banques ont développé des produits spéciaux, finance verte, finance durable, finance responsable, parce qu'elles se sont rendues compte que leurs clients avaient envie de ce produit-là. Puis après, elles sont allées voir les entreprises en disant, écoutez, moi j'ai de l'argent à investir dans cette préoccupation-là, donc montrez-moi des projets qui permettent d'investir. Et c'est comme ça que progressivement, on amorce la pompe. Alors maintenant, c'est plus des millions, c'est des centaines de millions d'épargnants dans le monde qui ont ce comportement-là. Donc c'est pour vous dire, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se dire, oh moi je suis tout seul, je ne peux rien faire. Non, non. Les petits ruisseaux font les... pour paraphraser Jean-Paul Sartre a écrit que quand on écrit un livre, il ne faut pas se dire personne ne le lira. Faut que ce qui est la plupart du cas, la plupart du temps, statistiquement, le sort de l'auteur. Mais dites-vous, qu'est-ce qui se passerait si le monde entier lisait mon livre? Bon. En tant qu'épargnant, c'est la même chose. Si vous commencez à vous dire, je suis tout seul, je vous tue, je m'en fous, tout ça c'est pareil, ils sont tous... Voilà. Non. Non. Ensemble, on peut faire évoluer dans une direction, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, le système financier se sent quand même un petit peu coupable de 2008. Donc c'est le moment aussi. Ma question va porter sur la réglementation. Depuis la conférence de Paris sur le climat, on encourage les entreprises à se tourner vers des objets écologiquement et socialement responsables. Il y a les établissements d'assurance et de banques qui développent certains produits verts. Je vous pose la question de savoir, est-ce que les autorités de régulation prennent des mesures pour accompagner cela pour que ce qui s'est passé en 2008 ne se reproduise pas? Merci. Que le produit d'investissement qu'on vous propose soit vert ou pas vert, il est soumis à la régulation du régulateur. Mais à ce stade-ci,
le régulateur, à ma connaissance, et en tout cas en Europe, sur les produits d'épargne, n'a pas pour rôle à pousser les fabricants de produits d'épargne, les banques, les compagnies d'assurance, à faire du vert. Son rôle, c'est de vérifier que lorsqu'il y a un produit qui arrive sur le marché, il répond au contexte réglementaire qui s'applique à ce produit. Donc il n'y a pas un avantage particulier au niveau de la réglementation au vert, au niveau de l'épargne. Par contre, c'est ce que je mettais dans la slide où je parlais au début de l'Union européenne, il va y avoir, enfin il y a des réflexions avancées sur comment je peux, mais cette fois-ci au niveau des banques, donc en amont, orienter leurs investissements, l'investissement de banque c'est essentiellement des crédits, vers des préoccupations écologiques, durables et sociétales. Et de donner un avantage compétitif à ce type de financement par rapport aux autres, donc d'orienter. Je voudrais vous poser en fait 3 questions qui sont de manière globale liées. Premièrement, est-ce que en observant la finance verte qui respecte le développement durable, on ne serait pas en train de se diriger vers une autre bulle, notamment écologique, vu que tout le monde voudra privilégier les investissements dans le développement durable et dans l'écologie? Est-ce que ce ne serait pas la répétition de la bulle immobilière de 2008? Parce qu'au départ, personne ne savait qu'en investissant dans l'immobilier, on finirait par tomber dans cette bulle. La deuxième question est la suivante. Vous avez parlé des stratégies, les différentes stratégies de financement avec les critères ESG. Donc, est-ce que ces différents critères ne pourraient pas être discriminatoires ou ne vont-ils pas un critère? Donc, ne vont-ils pas stigmatiser les startups qui, au départ, n'ayant pas assez de capitaux, ne pourraient pas se mettre dans le chemin du respect des critères ESG par rapport aux grandes entreprises qui ont assez de ressources pour pouvoir faire de grands investissements dans l'environnement et tout ce qui est social et pouvoir profiter justement de l'avantage que les banques vont apporter dans les investissements ou les prêts et les crédits. Et enfin, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt penser à mettre en place une certaine équité dans les critères de choix de prêts ou de crédits que les banques accordent aux entreprises, afin que toutes les entreprises soient considérées sur le même pied d'égalité, bien sûr en prenant en compte les différents chiffres d'affaires ou les différents critères financiers qui permettent de les attribuer, ces crédits. Merci. Premièrement, bulle. Peut-être, mais c'est pas grave. Bulle sur l'écologie, peut-être c'est pas grave. Là, franchement, mon sujet est pas financier, mais il est. Enfin bon, on a tellement d'enjeux à lutter contre le réchauffement climatique que si à un moment donné on investit trop, bah oui, il y a une partie de mon épargne qui va être très mal rémunérée. Bah, si ça me garantit qu'on ne dépassera pas les 2% d'accroissement de la chaleur sur la planète, j'ai pas de problème à avoir une rémunération mauvaise sur mon épargne. C'est inévitable. C'est inévitable, hein. C'est un nouveau domaine, on se développe. Oui, on a fait des centrales solaires qui ont eu des rentabilités très mauvaises ou très fortement subventionnées. Oui, mais ça a permis de faire décroître les coûts de fabrication et d'avoir aujourd'hui des produits qui sont à peu près dans les taux de marché. Bon. Donc sur votre première question, votre deuxième question, sur les startups, c'est pas du tout le problème. Pour 2 raisons. La première, c'est que les startups, ça se finance uniquement par capitaux propres, pas par dette. Et que ça ne consomme pas de gros capitaux. Au moins au début. C'est quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros pour démontrer que ce qu'ils font, ça mérite d'être continué. Ce qui arrive dans un cas sur 10, hein, 9 cas sur 10, au bout de quelques temps on arrête, ça ne fonctionne pas.
où ça ne fonctionne pas dans des conditions économiques, où c'est trop tôt, ou c'est trop tard. Hein. Et puis deuxièmement, sur ces startups, la plupart d'entre elles, ou la quasi-totalité d'entre elles, en fait, elles sont dans cette mouvance-là. Comment réduire les émissions de carbone? Comment trouver de nouvelles technologies permettant de réduire les émissions de carbone? Comment faire des choses que les grands groupes n'arrivent pas à faire? Parce qu'un grand groupe, c'est comme un paquebot, il faut du temps pour le manipuler, hein, le faire dévier de sa course. Une start-up, c'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus réactif. Et que bon nombre d'innovations dans ce domaine sont venues de start-up, hein, de petites entités, hein, et pas de grands groupes. Ou alors de grands groupes qui ont racheté des start-up. Hein. Donc ça me soucie pas. Le dernier point, le point de l'équité, je dirais, la finance est un système décentralisé, c'est-à-dire que c'est des acteurs à des endroits très nombreux, à des endroits différents qui prennent des décisions, chacun de son côté, selon sa propre responsabilité. Il n'y a personne qui dise bah, c'est ça ou c'est comme ça. Voilà. Vous avez un crédit qui a été refusé à gauche, vous pouvez aller à droite et oui, peut-être qu'il vous sera accordé. Il n'y a pas un organisme central qui vous dit oui, non. Donc c'est pas un sujet d'équité, si vous voulez. C'est chacun défend son dossier auprès d'un investisseur, d'un banquier. Chacun a la conviction qu'il y met, et puis après, il faut convaincre l'autre. Et parfois, on n'est pas bon. Et parfois, moi j'ai été banquier, je me rappelle avoir refusé des crédits à une brave dame, le projet avait du sens, mais je n'étais pas du tout convaincu que la brave dame en question était capable de gérer le projet. Je pense qu'elle n'était pas du tout capable de gérer le projet. C'était rénover un hôtel dans le centre de Pointe-à-Pitre. Il valait mieux qu'elle vende l'hôtel et qu'elle le confie à quelqu'un qui soit capable de gérer l'hôtel. Elle n'avait pas la compétence, je dirais, non seulement technique et intellectuelle, mais psychologique. Bon. Et donc ça, vous avez des... C'est pas un problème d'équité. C'est un problème de confiance entre un investisseur au sens générique du terme, un banquier, un business angel, etc., qui va confier de l'argent à un entrepreneur ou une entreprise en se disant c'est malin ce qu'ils font, je pense qu'ils vont me rendre mon argent avec un intérêt ou que je vais multiplier la mise. C'est pas un problème d'équité, quoi. Donc il y en a qui réussissent à attirer les financements, il y en a qui n'y arrivent pas. Alors on pourrait se dire c'est dommage ceux qui n'y arrivent pas s'ils avaient pu y arriver. Ben oui, mais c'est aussi un processus de sélection, quoi. Et malheureusement dans les pays dans lesquels on a essayé de raisonner autrement que par ce système capitaliste, sur longue période, les preuves qui ont été faites n'ont quand même pas été terribles. Je me permets de vous rappeler l'Union soviétique qui s'est effondrée en 91, la Chine de Mao qui est toujours dirigée par le Parti communiste, mais qui a plus grand chose de communiste, mis à part le nom, ou des expériences en cours en Corée du Nord ou au Venezuela. Hein. Bon. Alors Marie B me fait des signes désespérés pour me dire que le cocktail est en train de refroidir ou de se réchauffer. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'aller de descendre l'escalier, puis d'aller dans le patio où un cocktail nous est servi, nous attend, et on va continuer. Je serai là, vous inquiétez pas, et vous pourrez continuer à me poser des questions. Je vous remercie de votre attention, et puis au verre de l'amitié.